Bienvenue sur Voice by 3V, le gardien de mon frère. Ce podcast est pour tout chrétien qui a décidé de vivre pleinement sa vie en Christ, esprit, âme et corps. De se lever et d'impacter sa génération selon les valeurs du royaume. De laisser le Saint-Esprit diriger chaque aspect de sa vie. Ici, nous parlons de spiritualité, de leadership, de mindset, de relations, de business et de plein d'autres sujets encore. Alors, si je te reconnais dans cette description et que ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi pour ne rien rater. J'ai la ferme conviction que ce podcast va t'apporter beaucoup de valeur. Je te souhaite une excellente écoute. Top! Coucou les filles! Bonjour Agnès. T'as dit Agnès, t'as pas dit Agnès, c'est Estelle. T'as vu ça? Je travaille très fort sur le concept. Il a fallu du temps quand même. Hein? Oui, t'as vu? Les amis, c'est une reprogrammation. C'est une reprogrammation neurolinguistique. Non, mais c'est sérieux mon histoire en plus. Et même quand j'ai rentré l'horaire dans l'agenda, j'étais comme... J'ai écrit ces rencontres avec Agnès et mes doigts voulaient faire tirer Estelle puisque non Leslie, tu dois choisir. C'est l'un ou c'est l'autre. Gloire à Dieu, mieux vaut tard que jamais. Hey, ça aura pris comme quasiment 10 ans, là, tu sais. N'importe quoi. Oh, merci beaucoup d'être avec moi cet après-midi, non, ce matin pour toi. 9h30 aujourd'hui. Ouais. Dans ton agenda super chargé, donc c'est vraiment... Non, il n'est pas super chargé, il est juste occupé à faire de bonnes choses. Ça, je suis d'accord, complètement. Surchargé, ça veut dire que tu n'as jamais le temps pour rien. Non. Que moi, j'ai le temps pour tout. Il y a des bonnes choses, donc il est chargé de bonnes choses, si tu veux. Ouais, mais quand tu dis, pas quand toi, tu es comme en sens général, quand les gens disent « Ah, t'es très occupé » ou « Ton agenda est surchargé » ou c'est pas vrai. En fait, le fait de dire qu'on est très occupé veut dire « Mais j'ai pas le temps, en fait. » Et c'est toujours ça. Tu sais, quand tu dis à tes enfants « Tu sais, maman, je suis occupée. » La traduction est « J'ai pas le temps pour toi présentement. » Ah ouais, je comprends. Il faut trouver le bon mot. Alors, comme je dis toujours, tu sais, mes enfants me disent « Oh, mais t'es toujours occupée. » C'est pas la vérité. Je suis active. Quand je sais que le temps d'activité doit cesser, eh ben, je le cesse. Mais occupé, c'est pas de place. Tu sais, quand tu vas aux toilettes, tu fais tac, 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 c'est occupé. Il n'y a pas de place. Tu peux pas rentrer. Voilà, c'est la même chose, c'est plein. Mais merci pour l'image. Et plus personne ne va payer cette image maintenant. Mais c'est ça le message, occupé égale pas d'autre place. Actif égale mouvement. Oui, ok. Donc, merci d'avoir trouvé du temps pour nous dans ton agenda. Mais pour toi, j'en trouve toujours. Ouais, en tout cas, c'est toujours un honneur, c'est toujours une joie de t'avoir. Et comment dire ça, en tout cas, je sais que ce que tu partages, tu le partages avec tellement de naturel, tellement de joie déjà, et tellement d'amour, en fait. Et d'image par rapport. Ouais, au moins, j'ai des images que tout le monde comprend. Tu vois? Au moins, c'est comme ça que j'ai été créée, je crois. Tout le monde a déjà vécu ça. Maman! Occupé. C'est ça. Tu réponds même pas, mais la personne insiste. Alors, de quoi veux-tu parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de bilan. Le mot bilan, c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Tout simplement parce que, par exemple, on parle de... quand j'étais salariée, par exemple, je faisais un bilan de compétences. En tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, chaque année, je dois faire un bilan comptable avec mon comptable.
Même quand tu fais ta déclaration d'impôt personnel, c'est un bilan. Veux pas, c'est une sorte de bilan financier que tu donnes au gouvernement de ce de ce qui est rentré comme argent dans ta maison, tu sais, ou Ok, dans ton entreprise. parfaitement. C'est un bilan. Avec ton médecin, tu vas C'est un bilan. faire un bilan. Bien Et sûr, il faut être plus sage que moi et aller chez le médecin faire un bilan annuellement. ben on est deux alors. Moi, je veux même pas dire. Je vais fermer ma bouche. Moi, le médecin, il me voit quand je vais très très mal. Ah oui, c'est ça. Ouais, ouais. Quand je suis au bout de rouleau. Ouais, quand c'est la case. Le médecin, c'est la case urgence. Tu vois? Exactement ça, c'est exactement ça. Sinon, tu dis, ça peut attendre. Donc, oui, effectivement, c'est un mot qui revient au quotidien. Et, mais très souvent, c'est quelque chose qu'on a du mal à pas intégrer ou alors à comprendre. Bon, peut-être qu'on le voit comme un mauvais mot. Tu vois, justement, on parle d'aller faire un bilan chez le docteur et on est deux. Parmi tous ceux qui nous écoutent, je suis sûre qu'il y en a d'autres qui ne font pas de bilan médicaux. Et pourquoi? Parce qu'on voit ça comme une perte de temps, on voit ça comme méchant, on voit ça comme pas utile, on voit ça comme mais j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Oui, une perte de temps. C'est pas Et important. pourtant, c'est un gain de temps. Hmm. Surtout si tu manges n'importe quoi, que tu prends pas soin de toi, je veux dire, tu sais, si tu es quelqu'un qui fait du sport, qui mange bio les trois quarts du temps ou organique, tu bois de l'eau, tu vis pas sur le café, tu vis pas avec les fast-foods. Je veux dire, si tu es quelqu'un, ce qu'on appelle au Canada, au Québec, on appelle ça des gens pro-grano. Donc, c'est des gens très naturopathie, comme moi, dans le fond. Tu sais. Et puis, des gens qui font vraiment attention à eux, tu sais, qui nettoient leurs organes plusieurs fois par année. Ou là, c'est sûr que tu dis, bon, le médecin, you know. Mais si tu es quelqu'un relativement sédentaire, aucune activité, qui prend pas soin de sa santé mentale, de son stress ou de sa santé physique, à un moment donné, tu te retrouves, ça fait boum, quoi. Hmm. Et là, quand le bilan il est fait, tu fais, oulala! Hmm. Mais alors, en quoi ça consiste? Non, plutôt, de quoi il s'agit réellement quand on parle de faire un bilan? C'est de faire une mise au point. Ok. Tout simplement. Tu fais un bilan, qu'est-ce que ça veut dire un bilan? C'est comme un récapitulatif. Tu sais, quand tu fais un bilan financier, imagine, tu as un conseiller financier ou un planificateur financier. Donc là, c'est même pas d'ordre professionnel, c'est même d'ordre personnel. Et puis, les amis, c'est un ami à avoir. En fait, c'est un membre de la famille à avoir. Il y a des gens qu'on doit inclure dans notre maison, entre guillemets, comme un avocat, un notaire, un conseiller financier. Il y a des gens comme ça, on doit toujours en avoir un proche, pas trop loin là, parce que c'est ça la vie. Et la première fois, même quand tu rencontres un planificateur financier, il dit, OK, on va faire le bilan. Donc là, c'est la liste de tes acquis, c'est la liste de tes dettes, c'est la liste... En fait, c'est des listes qu'on fait. Quand on fait un bilan, je veux dire, tu vois, chez le médecin, on fait un bilan sanguin, on te sort un papier, tu comprends même pas ce qui est écrit sur le papier. Tu as tellement de choses, de petites cases, de chiffres, de pourcentages, de whatever, que seul un docteur peut comprendre. Donc, il y a deux choses qui sont importantes. Avec le bilan, il y a l'état des lieux, comme une maison, mais il y a aussi l'interprétation des données pour pouvoir ajuster les choses. Donc, tu vois 3 étapes. Faire l'état des lieux, traduire les données et s'ajuster ou avoir une stratégie pour l'objectif à atteindre. Top. Donc, alors, faire un bilan, c'est faire une mise au point d'une situation. Oui, ou un état des lieux, comme une maison, comme une voiture. Tu sais, une voiture, l'exemple le plus simple que tout le monde va comprendre. Tu sais, quand tu fais ton contrôle technique, c'est un bilan. Bilan. C'est le check-up de la voiture. Et là, on est tous d'accord qu'on veut le faire parce que personne ne veut se retrouver sans auto. Ah, ça, c'est important, tu vois. Pourquoi? Parce que dans ta tête, ça a un ordre d'importance vitale. Parce que je crois qu'en Europe, nous, on n'a pas, c'est pas obligatoire, ça marche pas comme ça ici. Mais quand je vivais en France, je sais pas si c'est encore comme ça, mais à l'époque, il y a comme plus de 20 ans, là, on avait des vignettes. Puis, il fallait que tu fasses un contrôle technique pour le renouvellement de ta vignette, il me semble, parce que sinon, tu n'avais pas le droit de rouler. C'est ça.
C'est Ok, encore ça existe encore? ça existe encore, oui. Mais je crois qu'à partir de l'année prochaine, je ne sais pas, mais ça existe encore. J'en ai fait il y a 2 ans. Donc le mien, je dois le faire en janvier. Oh, Oui, on s'entend que tu ne vas pas manquer ce bilan-là. non, non, Là, tu vas pas le manquer. mm, Pourquoi effectivement. tu vas pas le manquer? Parce que si je ne l'ai pas, je ne peux pas rouler. Et en même temps, ça me dit Oh, l'état de santé de ma voiture. donc, tu vas te faire pénaliser quant à l'avancement. Ça, c'est important. C'est ça. Mais la Donc, chose, c'est qu'on est très sélectif. On le fait dans quelque chose qui est techniquement non négociable, parce que de par la loi, faire le bilan, le contrôle technique de la voiture, c'est non négociable, parce que techniquement, sinon, tu peux être un danger pour les autres. Mais la chose, c'est que c'est aussi important dans les autres choses. Dans la santé mentale, dans la maison, les travaux qu'il y a à faire dans une maison. À un moment donné, il faut faire un bilan. Tu vois, quand tu vas acheter un bien immobilier, ben, il y a un inspecteur qui vient faire l'état des lieux. Mais dans tes projets, dans ta business, dans tes finances, même dans ton couple, même avec tes kids, faire un bilan, c'est un concept de vie en fait. Et c'est nous qui devons voir l'importance et les bienfaits du concept du bilan dans toutes les sphères de nos vies. Donc, effectivement, ce n'est pas dédié à une seule catégorie de personnes, ou dire les entrepreneurs ou des salariés. Ah non, non. Moi, je ne suis pas entrepreneur, je ne suis pas salarié ou je suis femme au foyer, je n'ai pas besoin de faire un bilan. Ben oui, en fait, tout être humain bougeant sur la Terre, ayant un tant soit peu d'intelligence, avec un tant soit peu de rêves et d'objectifs, un tant soit peu de désirs, devrait faire un bilan. Donc, à partir du moment où tu n'es plus un être humain, où tu ne veux plus avoir d'objectifs, tu n'as plus aucun rêve, dans le fond, tu deviens vraiment comme rien du tout, et ben dans ce cas-là, ok, tu peux être dispensé, parce que je ne vois pas les chats ou un chien ou whatever avoir un objectif, mais à partir du moment où tu as un rêve, un désir, peu importe, même si tu es une femme et que tu veux tomber enceinte, ben, il va falloir faire un bilan quand même, c'est parce que... En fait, ça fait partie du concept de la vie d'un être humain dans toutes les sphères de son existence. Donc, le bilan est lié à notre existence, mais à nos objectifs. À notre évolution en tant que personne. Tout simplement. À ta propre évolution et puis même à l'évolution collective d'une société. Regarde, imaginons il y a un mandat politique, que ce soit un maire, une élection de maire, une élection de... Vous, c'est un président. La première chose que la personne élue va faire, ça va être de faire un bilan sur ce qui s'est passé dans le précédent mandat. Parce qu'en ayant conscience, en fait, des choses, tu sais comment, soit tu dois les ajuster, soit tu les enlèves. En fait, il y a un mouvement qui arrive derrière. Tu comprends? Mais on ne peut pas prendre des décisions s'il n'y a pas de bilan. Parce que le bilan, c'est aussi avoir une vue d'ensemble, une vue globale de la situation. Alors, si tu sais que tu dois aller dans une direction, mais tu ne sais pas de quel point de départ tu t'en vas, mais c'est mort. Tu sais, quand j'ai rencontré ma naturopathe, la première rencontre a duré 1h30. Après, tu te parles juste de 20 à 30 minutes là. Mais la première, bien que le tarif reste le même, je voudrais le dire, mais la première rencontre a duré 1h30. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 1h30? Eh bien, la madame m'a écouté, puis j'ai dû lui raconter toute ma vie physique, émotionnelle et mentale. Parce qu'elle devait comprendre. Elle devait comprendre d'où je venais dans mon historique personnel. Tu sais, la fille, elle ne me connaît pas là. Elle ne m'avait jamais vue. Elle ne savait même pas à quoi je ressemblais sur la Terre. Alors, racontez-moi votre vie. Comment ont été vos dernières années? C'est quoi les patterns génétiques familiaux? Ok, là, il faut tout raconter parce que tu viens pour quelque chose. Mais on ne va pas faire n'importe quelle action si on ne se connaît pas le point de départ de l'histoire. Donc, tout être humain devrait embrasser le bilan avec joie. Donc, les actions qu'on va mettre en place vont dépendre du résultat de mon bilan. Pas que. Le bilan, ce sont des données, c'est un fait. C'est un fait qui ne ment pas. C'est un fait immuable. Que tu sois content ou que tu sois pas content avec ce que ton bilan va dire, en fait, on s'en fout un petit peu. Tu donnes les bonnes données en entrée aussi. Ah, mais un bilan, tu dois pas mentir, tu dois être super honnête.
Donc effectivement, il y a quand même, comment dire, il y a quand même un pré... C'est quoi? Un Un prérequis. prérequis, mais oui, mais si tu te mens à toi-même, si tu te voiles la face, mais excuse-moi, tu fais pas un bilan, tu fais une pièce de théâtre. Pas la même chose. Un bilan est là pour nous faire progresser. On ne devrait jamais avoir honte. Ce sont des données. Ce sont juste des données. Tu sais, même dans la Bible, quand on regarde les recensements. Ah, voilà. Les recensements d'une population, ce sont des bilans. Mhm. C'est tout. Donc, c'est une compilation de données, de choses passées qui t'ont amené à être ici aujourd'hui et on fait le bilan, point barre. Il n'y a pas d'émotion, c'est vraiment bête et disciplinée l'affaire. Ah, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qui va définir les ajustements à faire? Il va y avoir donc les faits, qui sont le bilan. Il va y avoir l'objectif à atteindre, ce qu'on vise. Il va y avoir le genre de personne que nous sommes, nos aptitudes. Donc là, elles sont variables. Si on regarde, par exemple, dans un bilan financier, on va voir plus le genre de personne que tu es dans ta consommation ou tes habitudes. Si on parle au niveau nutrition, on va regarder tes préférences. Si tu es quelqu'un comment tu manges, plus le matin, plus le midi, plus le soir. Donc, en fait, il va y avoir une partie qui te concerne dans tes habitudes de vie, dans tes habitudes de consommation, dans ton être. Et de là, on regarde, il faut associer les bonnes données qui ont fonctionné avec ton caractère et l'objectif à atteindre, et les données qui n'ont pas fonctionné, comment les ajuster pour que ça puisse changer afin qu'on atteigne l'objectif en fonction de ton caractère, mais aussi de ta saison. C'est plus complexe, mais en fait, c'est une stratégie qui est constamment en mouvement parce que l'être humain est constamment en mouvement. À partir du moment où tu changes de saison dans ta vie, il faut refaire un bilan. En fait, il y a des bilans qu'il faut faire de manière annuelle, de manière trimestrielle, de manière mensuelle, de manière hebdomadaire et de manière quotidienne. En fait, déjà, donc, on va rentrer là-dedans, c'est comment faire un bilan de manière efficace. Parce que tu as dit tout à l'heure en début que quand j'ai pris l'exemple du fait que je vais voir le médecin une fois, vraiment quand je suis au bout de rouleau, on parlait d'urgence parce qu'on se disait c'est pas pertinent, ou je me disais j'ai pas le temps pour ça, ou alors c'est une perte de temps effectivement, parce que la première chose c'est que je n'ai pas compris le pourquoi. Mais il y a deux types de choses en fait. En fait, il y a un truc qui est super important, c'est dans quelle mesure tu fais ton bilan. Parce que tu peux faire un bilan dans le préventif ou tu peux faire un bilan dans le curatif. Curatif, c'est pas le meilleur des mots. Parce que curatif, ça veut dire que, oulala, t'es dans le caca. C'est ça. Curatif, c'est parce que la bombe a déjà explosé. Et ça veut dire que dans ce cas-là, tu vis dans l'urgence. Quand tu fais des bilans de manière préventive, ça veut dire que tu veux éviter que les choses explosent, mais aussi tu veux atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient. Tu vas atteindre l'objectif en douceur avec un processus. Donc, tu sais que ça va être plus long, mais c'est bénéfique parce que ça va t'éviter de tomber dans le curatif. Comme on va reprendre l'exemple de ma naturopathe. Là, on a fait un premier. La première fois que j'y suis allée, c'était du curatif, tu vois. Je suis arrivée là parce qu'il y avait urgence dans mon système, là, vraiment. Là, on va se revoir en fin septembre, début octobre, parce que là, il y avait un protocole. Donc, on va faire le bilan de comment s'est passé le protocole et on ajuste. Donc là, on arrive dans le préventif maintenant. Mais si on fait tout le temps des bilans parce qu'on est dans le curatif, c'est full nul. C'est pour ça que le préventif, en fait, c'est un des meilleurs mots au monde. Parce que quand tu le fais de manière récurrente, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a annuel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire, quotidien. C'est pas le même genre de bilan. Mais en fait, tous ces
j'ai pas le mot, je suis désolée. Toutes ces fréquences sont super importantes dans différentes mesures, mais assurent une progression croissante. Donc, ça dépend donc de plusieurs aspects des objectifs qu'on veut atteindre. Parler de préventif, donc dans le sens où je n'attends pas qu'une situation se présente. J'ai un objectif à atteindre et donc je fais un point, je fais un état des lieux de comment j'avance vers cet objectif-là, pour pouvoir réajuster si besoin. Ben, c'est pas si besoin, parce qu'il va y avoir besoin. C'est clair. Du réajustement. C'est à ça que servent les bilans hebdomadaires et mensuels. Ça permet les ajustements au fur et à mesure. Alors que et en fait, la plupart des gens font des bilans annuels. Et puis l'idée la plus stupide, c'est qu'ils font ça genre le 31. Ouais, le 31 décembre. C'est stupide, chers amis. Je vais vous expliquer, là, faut qu'on parle de ce concept-là parce que c'est n'importe quoi. C'est la pire période ever dans une vie pour faire un bilan annuel. On ne fait pas un bilan, sauf dans mon cas, parce que je suis née le 1er janvier, genre. Dans ce temps-là, je me parle. C'est mon rendez-vous avec moi-même. Mais il y a une logique, en fait, puis c'est implacable. Regardons les saisons. Les gens font toujours des grosses décisions le 1er janvier et ils se découragent au mois de mars. Si, jusqu'au mois de mars. Février, ok. Tu sais pourquoi ils font ça? Parce que dans les faits, il fait froid en hiver. On plante rien. L'hiver n'est pas la saison pour planter quoi que ce soit dans la terre. C'est décourageant. La terre est dure. Tout le monde se plaint de l'hiver, mais la terre est dure. Pourquoi prendre des décisions à ce moment-là? Alors que la meilleure saison pour planter, et je l'ai testé sur mes clients en coaching privé, pas les autres, mais en coaching privé, on le teste. Et alors que quand tu fonctionnes sur ton année, en tant qu'humain, sur l'année scolaire, chez nous, c'est de fin août à un peu plus que mi-juin, genre, le 23 juin, la fête nationale du Québec. Quand tu fais ça, là, tu fais ta grosse mise au point, puis là, tu sais que l'été, tu vas me dire, ouais, mais l'été, c'est les vacances. Non, l'été, c'est le temps de planter. Et c'est là où tu vas être tranquille parce que tout le monde est en vacances. Donc, tu vas pouvoir planter et là, ça va commencer à germer. Et tu vas être même motivé. Pourquoi tu es motivé? Parce que tu as plus de vitamine D3 dans ton système grâce au soleil, parce que tu goûtes plein de fruits que tu goûtes pas l'hiver, sauf si c'est de l'importation. Non, mais ça paraît stupide, mais c'est parce que c'est totalement cohérent. En fait, la nourriture que tu manges est tellement remplie de vitamines, c'est tellement un temps joyeux. Souvent, l'été, tu portes des couleurs hyper colorées. C'est un autre mindset, tu vois, c'est un autre état d'esprit. Alors, c'est le meilleur moment pour planter dans tes projets et de faire un bilan annuel avec grosse prise de décision. Alors que l'hiver, ça déprime. Très peu de gens aiment l'hiver. Moi, je tripe l'hiver, là, mais très peu de gens aiment l'hiver. Parce que c'est dur, parce que c'est froid, parce que c'est stérile. Et donc, le fait même de faire le bilan à cette période-là, est-ce que c'est une mode ou une tendance? Parce qu'on entend partout le temps, c'est le temps de faire du bilan, c'est la fin de l'année, c'est le temps de... Donc, est-ce que tu le fais parce que les gens ont décidé que c'était la fin de l'année, ok, mais si c'est pas la fin de ton année, je veux dire, quand tu es en business, tu as la fin d'année civile et puis tu as la fin d'année d'exercice, au Canada, là, quand tu es incorporé. Je veux dire, oui, c'est sûr que si tu as une fin d'année civile, tu n'as pas trop le choix de faire ton bilan. Mais bon, ton bilan, tu n'es pas obligé de le faire en janvier. En général, tu peux faire ton bilan jusqu'au mois de mars-avril. Donc déjà, tu peux anticiper ou tu peux le faire un peu comme plus février. Et puis, je sais pas, tu peux trouver une autre solution que genre début janvier qui est super dramatique. Maintenant, si ton année n'est pas une année civile, mais une année fiscale, et là, on parle vraiment d'entrepreneuriat et de finance, dépendamment du pays où tu es, là, les choses changent, tu vois. Mais maintenant, puis dépendamment aussi du statut, comme pour nous, le ministère, qui n'est pas mon entreprise fonctionne en année civile, et puis je dois faire
mon bilan financier avant avril, quelque chose de même, je pense. Et puis, l'OBNL, donc le ministère, vu que c'est un organisme à but non lucratif, à caractère religieux, puis qu'il est vraiment comme incorporé, lui, c'est jusqu'à fin juillet. Parce que c'est ça la loi, tu sais, c'est 6 mois. Là. Alors, t'as le temps de voir les choses, et puis c'est mieux. Maintenant, en tant qu'être humain, qui est-ce qui a dit que c'était fatalement du 1er janvier au 31 décembre? Je veux dire, si tu veux faire comme à l'école, d'été à été, ben, tu as le droit de le faire, c'est légal. Les profs, ils vivent comme ça. Les profs, ils vivent, ben, je ne sais pas pour vous chez vous, mais ici, oui. Ils vivent, là, ils font leur agenda de vie d'été à été, en fait, parce que ben, leur travail est réglé de même, donc leur vie est réglée de même pour une plus grande simplicité. Et oui, ce sont des gens qui sont quand même pas stressés sur les mêmes choses. Donc, il y a un lien entre travail et vie. Donc, en fait, nos bilans, je dis nos bilans parce qu'il n'y a pas qu'un seul bilan, doivent être faits, pas ensemble, mais on doit les prendre en compte tous, sur chaque aspect de nos vies. Tout à l'heure, tu le disais, que ce soit l'aspect financier, que ce soit l'aspect personnel, que ce soit l'aspect entrepreneurial ou salarial ou familial. Mais dans chaque aspect, dans chaque point-là, je dois faire un bilan de ça. Parce que finalement, tout est lié. Oui, puis il y a des bilans qui te sont imposés par la société, tu sais, les impôts, il y a des choses qui sont imposées par ton corps, la médecine aussi, mais quand tu as des objectifs et puis tu as différents chapeaux, au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas un être humain qui porte qu'un seul chapeau dans la vie, quoi. À partir du moment où tu es salarié ou entrepreneur, puis tu es marié, déjà là, ça fait 2 chapeaux, c'est comme soit un des deux dans la profession, plus le statut marital, plus après, si tu as des amis, le fait que tu sois un être humain, tu dois être amené à faire le point partout. En fait, mais c'est pas par obligation, c'est par choix. À moins que tu veuilles pas croître, à moins que tu veuilles pas évoluer, puis que c'est ton choix personnel. Personnellement, moi, je suis quelqu'un qui aime la croissance. J'ai des grands objectifs et j'ai pas honte de le dire. Et puis, c'est certain que à partir du moment où tu as des objectifs, tu veux grandir. Imaginons un sportif qui voudrait participer aux Jeux Olympiques. Crois-moi que la personne va faire le bilan souvent. Son nutritionniste va faire son bilan très, très souvent. Son coach va faire son bilan souvent. Son entraîneur, un entraîneur musculaire, même pas pour la course, là, tu vois. Encore un autre entraîneur. Peut-être il va avoir un mentor en mindset aussi. Il va y avoir sa famille qui vont l'aider à faire le bilan. Tu sais, c'est parce que c'est esprit, âme et corps. Le gars, il va être travaillé non-stop, en fait. Parce que nous sommes des êtres holistiques. Esprit, âme et corps. Nous sommes des êtres qui sont en sans cesse évolution. Mais si on n'en prend pas conscience et si on se laisse aller, on ne peut pas venir se plaindre après qu'il n'y a rien qui arrive dans la vie, en fait. Donc, on revient au pourquoi on fait ça. Si le pourquoi n'est pas clair, ça va toujours être soit pénible, soit comme une contrainte. S'il n'est pas important. Effectivement. Soit je ne le fais même pas parce que, bon, voilà, quoi, j'ai pas envie. Et une fois que je prends conscience de mon pourquoi et parce que je sais que j'ai des objectifs à atteindre, je veux continuer à croître, continuer à grandir, je veux développer tel aspect de ma vie, je me rends compte que ben, j'ai besoin de plus de temps, bref, j'identifie un manque et tout, et je veux résoudre cette situation-là. Donc, il est important pour moi de m'asseoir et de faire une mise au point. Moi, j'aime beaucoup ce mot-là, vraiment faire une mise au point. Je ne sais pas pourquoi, j'aime mieux ce mot-là que bilan. Mais regarde, les examens d'école, ce sont des bilans. Tu as le bilan scolaire. Bilan des connaissances, oui. Et tu as le bilan des acquis. Les examens, ce sont les bilans des acquis. On vérifie que tu aies bien compris les données. On te pose des données et on te demande si tu es capable de les interpréter. C'est tout. Je veux dire, il n'y a rien de super deep là-dedans, mais en fait, la capacité à faire un bilan, il ne faut pas avoir fait Polytechnique ou HEC pour faire un bilan dans la vie, là. Il faut juste ouvrir ses yeux et puis il faut être capable de prendre des notes. Mais le fait de faire un bilan ou non,
c'est ça qui va déterminer dans la vie d'un être humain si cette personne reste un flotteur ou si cette personne atteint réellement ses objectifs. Parce que soit tu es un flotteur, tu rêves et puis tu vas jamais rien faire, parce que le bilan en fait partie. Ou soit tu prends en considération cette partie qui est quand même non négligeable parce que ça te permet d'évoluer constamment à un rythme très différent selon tes saisons, mais ça te permet de t'ajuster, de mieux te comprendre, de mieux comprendre ton écosystème, l'environnement aussi dans lequel tu grandis, selon l'objectif à atteindre. Et à ce moment-là, tu dis, OK, je comprends, donc je m'ajuste, mais tu continues ta marche. Et parce que tu continues ta marche, alors, à un moment donné, c'est sûr que tu vas atteindre ton objectif. Et c'est ça la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui réussissent pas. Tu sais, les gens, tout le monde dit, tu sais, les gens, ils ont du succès, mais tu sais, ils sont appelés, ils sont destinés à avoir du succès. Tu sais, moi, je suis pas comme eux. Non. Faire un bilan, c'est se donner les moyens de grandir. Donc, c'est l'occasion pour nous de prendre nos responsabilités. Oui, de prendre nos responsabilités, de voir nos manquements, des fois même de voir nos blessures, de voir ce qu'il y a à ajuster, de voir nos bons points aussi, de voir, waouh, quel apprentissage nous avons eu, tu sais, de voir en fait l'évolution que tu as fait. Tu te retournes et puis tu es comme, waouh, je suis vachement reconnaissante, j'ai appris énormément de choses, c'est extraordinaire. Et le bilan, c'est pas négatif. Le bilan, c'est très positif et en même temps, ça t'oblige à voir ta propre vérité. Donc, tu ne peux pas te condamner, tu ne peux pas te taper dessus, tu ne peux pas dire du mal de toi parce que c'est des données qui te servent à grandir, des données qui te servent à t'ajuster, des fois des données qui te servent à arrêter de faire quelque chose complètement de la manière dont tu le fais. Et j'aime bien le mot donner. Parce que le mot, quand tu parles de données, on le détache de l'émotion. C'est factuel. Un fait n'est pas émotionnel. Donc, il n'y a pas de jugement. Non, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Tu sais, t'arrives, imaginons, tu vas voir le médecin, parce que c'est l'exemple que tout le monde comprend, comme le contrôle technique, et puis, ou même le contrôle technique. Ce sera peut-être moins dramatique. Et là, on dit, là, il faut changer le carburateur, il est mort. Est-ce qu'il y a une émotion ici? C'est un fait. C'est comme, ok. Donc là, tout de suite, la deuxième question qui arrive en fait, la première question, c'est comment on fait ça? Donc, comment on fait ça? Il y a l'aspect financier. Comment on fait ça? Faut prendre rendez-vous. Comment on fait ça? Combien de temps ça va durer? Tu vois, il y a une suite de questions, en fait, qui arrivent et qui demandent des actions, qui demandent des ajustements. Mais si on dit, faut changer ton carburateur, t'as pas raison de pleurer, on s'en fout un peu dans le concept. Je veux dire, c'est pas la mort, c'est un fait, point. Voilà. Et c'est à ça que ça sert. Ça sert à comprendre, en fait, les choses. À comprendre que, un carburateur, ça a une durée de vie. Ok. D'accord. Un carburateur, ça s'encrasse. Et puis, peut-être que je l'ai laissé trop encrasser. J'aurais dû peut-être voir le garagiste plus tôt. Note à toi-même. C'est quelque chose que tu dois vérifier dans l'année. Ah, ok. Je savais pas. Là, tu as appris quelque chose aujourd'hui. Donc, effectivement, mais c'est pas seulement agir. C'est pas seulement identifier un fait et agir pour le corriger, mais c'est aussi comprendre comment c'est arrivé. Oui. Prenons la santé. Là, tu arrives, puis on te dit, on a fait un bilan sanguin ou whatever, et puis là, on te dit que, écoute, t'as quand même un gros taux de cholestérol, du mauvais cholestérol, parce qu'il y a plusieurs sortes de cholestérol dans la vie, puis on dit que tu as le gros taux de mauvais cholestérol, et puis que tu as du gras viscéral, donc autour de tes boyaux, et que tu peux risquer un ACV. AVC chez nous. Ok. Chez nous, c'est ACV. Arrêt cardiovasculaire, tu vois, ACV. Arrêt ludique. C'est accident vasculaire. Anyway, c'est fou, hein, le choc culturel. Et là, tu te dis, bon, peut-être que tu as une part d'émotion et de choc parce que tu te fais, oh, mais là, non, ça m'arrive à moi. Et là, le médecin te regarde d'une manière implacable et complètement non émotionnelle. Et puis, il te dit, et si on parlait de votre nutrition?
Qu'est-ce que Ben, tu je vois? mange beaucoup de beignets, je mange beaucoup de friture, je mange beaucoup de viande rouge, je mange... Là, il te regarde genre, allô, je sais pas, allume quelque part une lumière dans ta tête. C'est QFD, quoi, tu vois, c'est qu'il fallait démontrer. Et là, tu fais, ah oui, je comprends. C'est ça qui m'a amené là. Je devrais peut-être changer mon alimentation. Hmm. Ben oui, attends. Les mêmes actions ou les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu peux pas t'attendre à un changement, à un résultat différent si tu ne changes pas tes actions, si tu ne changes pas la manière de faire les choses. Ah ben non, mais ça, Einstein, il l'a dit. Hein. Stupides sont les gens qui pensent qu'ils auront un résultat différent en faisant les mêmes choses. Merci, monsieur Einstein. Est-ce que il n'y a pas aussi une partie de l'émotion, que je peux dire d'émotions ou des blessures ou des limitations qui rentrent en compte lorsque je fais mon bilan ou alors lorsque j'ai une peur de faire un bilan parce que derrière, il y aura la condamnation qui va se taire. Ouais, parce que tu as peur de t'affronter toi-même. Mais tu devrais être la première personne à vouloir t'affronter toi-même. Mais au contraire, je crois que c'est... je crois, mais je trouve aussi par expérience que c'est le meilleur moyen de trouver nos blessures. Et là, je pense par exemple aux amitiés. Il y a 3 ans, j'ai perdu 3 amitiés très, très chères à mon cœur. Puis back à back, là. Et c'est sûr que dans une relation, c'est jamais du 0 d'un côté et du 100% d'erreur de l'autre. Dans toute relation humaine, il y a toujours du 50-50. Tout rapport humain, il y a toujours il y a 2 côtés de la médaille et chacun a ses responsabilités, chacun a ses torts, point barre. Toute relation humaine. Maintenant, on a souvent la facilité à pointer du doigt les responsabilités d'autrui ou les erreurs d'autrui parce qu'on veut se voiler la face. La première chose à prendre en considération, c'est je suis responsable. Et on doit embrasser en fait notre responsabilité. Le fait de faire un bilan, c'est accepter le fait qu'on soit un être responsable dans la vie. C'est pour ça que c'est important. Et tu vois, à travers ce bilan de ces 3 pertes, j'ai réalisé en fait ma part de responsabilité dans ces relations. Dans ces 3 relations, il y avait une relation toxique, donc j'ai réalisé ce que j'avais malheureusement choisi d'accepter qu'on me fasse subir, alors que et la première question quand j'ai réalisé en fait que j'avais accepté cette relation toxique pendant des années, ça a été OK, mais pourquoi t'as fait ça, Leslie? Ça, c'est pas la faute de la personne. Les gens ne sont pas toxiques. Je ne crois pas que les gens soient méchants. Il y a des gens qui sont vraiment méchants, là, mais très rares, en fait. Mais la combinaison de 2 plantes peut amener à créer un poison. Parce qu'elles ne sont pas compatibles ensemble. Et quand j'ai repensé à cette relation toxique, pour moi, la personne en elle-même n'était pas du tout toxique. C'est une charmante personne que je lui souhaite beaucoup de succès dans la vie et que j'aime encore beaucoup dans mon cœur, même si on ne se fréquente plus. Mais j'ai dû réaliser, en fait, en faisant le bilan de cette relation-là, quelle était ma part de responsabilité. Donc, j'ai trouvé la responsabilité d'avoir accepté la toxicité de notre combinaison et j'ai dû trouver pourquoi j'avais accepté ça dans ma vie. Et là, j'ai découvert des peurs et des blessures cachées bien au fond de mon cœur. Après, il y avait aussi la responsabilité quant à mes erreurs. Mes erreurs. Qu'est-ce qui a fait que la part de Leslie ici est rendue et animé la toxicité de la relation. Et ça m'a permis aussi de trouver d'autres peurs et d'autres blessures dans mon caractère et de pouvoir passer à travers. Si je n'avais pas fait ce bilan-là, j'aurais continué encore et encore et j'en aurais souffert. Donc, j'aurais accepté des relations toxiques, j'aurais accepté des façons d'agir de ma part qui ne sont pas correctes non plus. Il a fallu recentrer ça. Donc, en faisant le bilan, en acceptant ma part de responsabilité et de la part de guérison à embrasser aussi dans mes blessures, ça a fait de moi un être humain meilleur, un être humain plus sage, un être humain plus sensible à l'écoute de l'autre également. Je me suis permis de grandir. Faire un bilan, c'est aussi se permettre de s'autoriser à grandir. C'est de choisir de grandir.
ne pas rester là où on est aujourd'hui. Mhm. Il y a quelqu'un qui disait soit tu avances, soit tu recules. Mais en fait, ce qu'on croit que être statique, mais en fait, on n'est pas vraiment statique. Parce que là où tu es aujourd'hui, demain, quelqu'un de ceux qui étaient derrière toi vont te dépasser si tu restes. Donc, en fait, finalement, si tu étais deuxième, tu te retrouves troisième. Donc, tu recules. Tu vois? Non, mais il y a un mouvement. C'est comme avec la mer et les marées. On croit que, tu sais, des fois, ça bouge pas. Mais en fait, il y a toujours un mouvement. Le mouvement est inhérent à la vie. La seule façon de ne pas bouger, c'est la mort. Hmm, hmm. Quand tu parlais tout à l'heure de ton expérience et de ta remise en question sur tes relations, il chantait aussi qu'il y avait beaucoup de bienveillance en toi, pour toi, envers toi. Parce que c'est souvent facile d'être bienveillant envers les autres, mais envers nous-mêmes, on est beaucoup plus dur. Autrefois, si je devais choisir des mots dans ma relation avec moi-même, les mots du passé seraient intransigeante, exigeante, dure, dictatrice, condamnatrice. Ouais. Et au jour d'aujourd'hui, les mots que j'ai envers moi-même sont compatissantes, compréhensives, avenantes, à son rythme, paisible. Et le processus de faire des bilans m'a grandement aidée. C'est en faisant les bilans que j'ai pu évoluer et grandir en tant qu'être humain dans toutes les sphères de ma vie. Toutes les sphères de ma vie. C'est en faisant les bilans et peut-être que je devrais écrire un livre là-dessus. Là, tu viens de me donner une idée, là, ou un produit digital, mais comment faire un bilan? Ah, c'est une bonne idée. Attends, je vais l'écrire. Si, il faut l'écrire. Produit digital. Parce que pour moi, c'est facile, ces choses-là. Et c'est en faisant justement des bilans hebdomadaires, mensuels, trimestriels, annuels, que ça m'a vraiment aidé, en fait. Ça m'a vraiment aidé. À l'époque, il y a très, très longtemps, je faisais juste des bilans annuels comme les autres gens, puis c'était chaotique, en fait. Je me tapais tellement dessus, je pleurais tellement, je me faisais tellement de mal. Je disais des mots contre moi-même qui étaient inacceptables. Et je me mettais tellement une pression mentale, une pression émotionnelle. Je me mettais une grosse pression. Puis, tu sais, c'est comme les montagnes russes dans les fêtes foraines. So là, tu pars, tu vas en haut, t'arrives, mais après, tu as une chute vertigineuse, tu es épuisé. Et puis là, tu arrives dans la phase latente où il n'y a plus rien parce que tu es juste dégoûté, écœuré de la vie. Et à un moment, il y a une étincelle qui arrive. Et tu es comme, oh non, je suis encore capable. Mais là, tu recommences le même chemin, en fait. Oui. Et tu arrives à ton bilan, puis tu es comme, juste ça, sérieux? Et tout ça pour ça. Waouh, quelle perte d'investissement. Oublie ça, je vais fermer ce rêve-là, je vais fermer cet objectif-là, puis that's it. En fait, je me suis plantée, c'était pas pour moi. Non, c'est juste que faire un bilan annuel n'est pas suffisant, les amis. Parce que le bilan annuel, c'est en fait faire un processus, c'est faire une rétroaction, une introspection sur les 12 mois. Mais 12 mois, il y a trop de choses dans la vie d'un humain en 12 mois. Effectivement, il y a tellement de choses qui se passent en 12 mois. En 12 mois, on a tous la même chose, OK? On traverse tous les mêmes concepts que je vais citer, même s'ils ne nous touchent pas personnellement. En 12 mois, tu vas toucher la naissance, la mort, le brisement, la douleur, le renouvellement, s'il y a un changement d'emploi, peu importe. Il va y avoir des concepts qui vont être là. Et si tu fais un bilan juste aux 12 mois, c'est n'importe quoi. Il y a des choses qu'on va rater, on va zapper. Mais grave. Alors, il y a un million de possibilités pour faire les bilans. Tu peux faire un bilan une fois par saison, si tu veux. Personnellement, je préfère une fois par trimestre parce que je vis sur des cycles de 12 semaines. Alors, c'est tellement plus facile parce que finalement, tu as 12 semaines pour faire certaines choses et puis tu ne penses pas à d'autres choses pendant ce temps-là. La vie, elle est belle.
et tu vis vachement, en fait, tu fais vachement plus de choses que les autres, pas parce que tu veux les dépasser ou tu es en compétition avec eux-mêmes, mais tout simplement parce que tu fais ce que tu as à faire et tu es focus. Quand tu fais ton bilan à la semaine, tu es capable d'être reconnaissant ou reconnaissante. Ça, c'est surtout quotidien. Quand tu regardes ce que tu avais planifié de faire, en fait, c'est parce que les bilans t'amènent à te poser des bonnes questions, des vraies questions. Tu sais, aujourd'hui, j'ai décidé de faire... Je vais ouvrir mon horaire de la journée, là. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un autre coaching privé, je dois travailler sur le nouveau site web, étudier. J'ai déjà commencé, j'ai une newsletter à écrire, ce qui va être la première chose que je vais faire après toi. Et puis, je dois continuer à lancer ma collection. OK. Si j'arrive à tout faire, eh bien, c'est super génial, je vais me féliciter. Good girl. Si j'arrive pas à tout faire, je vais me poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas pu tout faire? Au lieu de dire, ah, bah là, je suis dégoûtée, il faut que je le reporte à demain. Demain, non, tu peux pas faire ça. Alors, peut-être que j'ai mal évalué mes choses. Tu vois, je regarde ce que j'aurais dû faire hier. Hier, il y a une chose que j'ai pas pu faire. Pourtant, je ne me mets pas 15 trucs à faire là. J'avais payé les factures de la maison, j'avais une session privée à donner, travailler sur le site internet, préparer le cours en Afrique et travailler sur la collection. La seule chose que j'ai pas pu faire hier, c'est travailler sur le cours en Afrique. Pourquoi? Parce que sur le site internet, je devais travailler sur la page à propos. Et je me suis rendu compte hier soir que j'ai mal évalué le temps. Parce que dans ma tête, je pensais que j'allais pouvoir créer l'aspect visuel et créer l'aspect textuel. Mais c'est pas la vérité parce que techniquement, créer un aspect visuel et un aspect textuel prennent deux parties de ton cerveau différentes. En fait, oui. Et là, j'ai voulu faire un 2 en 1. Alors, au lieu de considérer les deux parties, hier, j'ai fait juste la partie visuelle. Aujourd'hui, je dois faire la partie textuelle. Parce que, dans mon désir de grandeur subite, là, où je me suis prise pour une Wonder Woman, ma triste réalité humaine m'a rattrapée hier soir. Et quand j'ai regardé et puis que j'ai dû cocher gris égale pas fait, cocher rose égale fait. Cocher gris, ça a été comme, j'aurais pu me dire, oh, est-ce t'es nul, franchement? C'est ça que je me disais avant. Puis là, je me suis dit, non. T'as fait des plans sur la comète, ma grande. C'était quoi ton problème? Le problème, je croyais que ça allait me prendre 5 minutes, en fait, que j'allais dépenser beaucoup plus d'énergie dans l'aspect textuel que dans l'aspect visuel. Mais ici, il y avait trop de prise de décision. Ah, OK. Donc là, j'ai compris quoi? J'ai compris qu'il faut que j'alloue plus de temps pour ça et que je découpe mieux ce petit objectif. Est-ce que c'est émotionnel? C'est un fait et c'est une donnée. Et je n'ai pas à être fâchée, je n'ai pas à être triste, mais ça va m'aider à mieux planifier les prochaines actions pour cet objectif-là. Je comprends que ça va me prendre plus de temps. Alors, qu'est-ce que mon cerveau me dit? Mon cerveau me dit, ça me prend plus de temps, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse attention aux distractions. Et que peut-être il y a des choses, c'est pas la peine de les faire. Et simplifie-toi la tâche. Il y a une conversation avec toi-même qui arrive quand tu fais ton bilan. Et il y a une sagesse qui se déclenche quand tu fais ton bilan. C'est top parce que tu apprends à te connaître encore plus. Oui. Comment tu fonctionnes et tu te réajustes. Et c'est pas juste pour une fois, c'est tout le temps en fait, parce que dans la vie d'un être humain, tes saisons ne sont jamais les mêmes. Et ici, on parle pas des saisons de temps, on parle vraiment de la saison d'un être humain. Tu sais, c'est comme, il y a des moments où, là, présentement, ça va. Je veux dire, je suis pas malade, tout va bien. Les 4 premiers mois de l'année, j'étais super malade, comme malade au bout. Il a fallu que j'ajuste mon horaire. Tu sais, je repense toujours, pour les gens qui me connaissent pas, chers auditeurs, vous devez savoir que je suis une ex-workaholic. Donc, pendant 8 ans de ma vie, j'ai travaillé 120 heures semaine, ce qui fait une moyenne de 16 à 17 heures par jour, 7 jours sur 7. Ça a duré 8 années jusqu'à ce que je tombe très malade et que mon cerveau soit vraiment touché. Au jour d'aujourd'hui, dans les faits, je vais être honnête avec vous, il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a des choses où j'ai brûlé mon cerveau et ça a laissé des séquelles. Il y a des choses,
Je frappe un mur, à un certain moment, je le sens et j'ai dû apprendre à gérer certaines informations différentes. J'ai dû apprendre à travailler différemment. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas travailler. Là, je travaille je suis arrivée à peu près à 30 heures par semaine. Et puis, mon objectif, c'est d'atteindre 20 heures. Donc, je dois encore diminuer. Je dois enlever 10 heures dans ma semaine. Et parce que je dois vraiment prendre soin de moi. Quand je vous dis, là, mon cerveau a brûlé, il a brûlé. J'ai fait fort et les conséquences de mes actes ont été très coûteuses. Mais maintenant, tu sais, je sais, avec le temps, je regarde mon agenda en face, puis je sais que je ne peux pas faire plus que 3 choses par jour. J'ai constaté ça dans mon être. Quand je fais, après 3 blocs, mon cerveau brûle. Mon système me lâche. Mais ça a pris de l'expérimentation. Le bilan amène à se découvrir, saison après saison. Le bilan nous aide en fait à voir la différence entre ce qu'on pense et la réalité des choses. Et ça, c'est extraordinaire. J'aime ça parce que... Mais il faut pouvoir l'accepter. Mais souvent, ce n'est pas évident. Et je sais qu'à un moment donné de ma vie, je me donnais tellement d'objectifs, je parlais de tâches à faire en une journée et je travaillais très tôt le matin, très tard le soir. Je crois que j'ai dû faire ça pendant 2 ou 3 ans, et après j'étais épuisée. Complètement épuisée, mais vraiment, c'était... comme tu brûles, mais mon cerveau, il ne marchait plus. Tu voulais faire la chose la plus élémentaire possible, ton cerveau, il dit, je veux pas, je peux pas. Tu dis, mais tu comprends pas ce qui se passe. En fait, et c'est là que tu te dis, bon, il y a peut-être temps que je m'asseye avec moi-même, que je parle avec moi-même, et que je revois devant moi, je me regarde dans un miroir. Mais encore une fois, ton exemple, c'est du curatif. C'était parce qu'il y a eu quelque chose. Quelque chose qui s'est passé, effectivement. Et maintenant, moi, je fais un bilan de manière régulière. Donc, c'est du préventif parce que ton objectif avec toi-même, c'est de ne plus jamais retourner comme en arrière. Complètement, c'est exactement ça. Mais je veux dire, je ne veux plus de stress dans ma vie. Je ne veux plus de pression. On dit, ok, le stress, il y a le bon stress et le mauvais stress. Moi, je m'en fous. Qu'il soit bon ou pas bon, je veux plus de stress. Donc, ça veut dire que je dois pouvoir m'organiser. Si tu n'es pas dans mon agenda, tu n'es pas dans mon planning, et que s'il y a de la place, c'est une urgence, ok, très bien. Mais s'il y a de la place, très bien. Mais s'il n'y a pas de place pour toi, on programmera. Chez nous, on dit, si tu n'es pas dans l'agenda, ça n'existe pas. C'est la phrase dans notre maison. Et c'est l'éducation, effectivement, et ça apprend pour ne plus avoir à refaire les mêmes erreurs. Et il n'y a pas de condamnation, et c'est correct. Comme tu dis, peut-être que je travaillais avant peut-être 30 heures, aujourd'hui je travaille 20 heures, mais c'est correct aussi. Tant que j'arrive, je continue à avancer vers mes objectifs, il n'y a pas de condamnation. Mais en fait, il y a zéro condamnation. Il y a même je vais utiliser un mot que j'aime pas vraiment utiliser dans la vie, là, propulsion. Je trouve que ce mot a été tellement surutilisé qu'il en a perdu toute son essence. Mais techniquement, propulsion est un bon mot, comme une fusée, tu sais. La chose, c'est comme... C'est pas... Pour moi, quand je fais le bilan, et tu vois, le fait que tu fasses ton bilan à la semaine, quand tu fais ton horaire, je fais mon horaire tous les samedis matin ou dimanche matin très très tôt parce que je suis la première debout. Puis c'est là où je réalise, je regarde ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, j'ai mon code couleur et je regarde la balance de rose versus la balance de gris. Rose, ce qui est fait, gris, ce qui n'est pas accompli. Et je me pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta semaine? Est-ce que tu as eu des distractions? Est-ce que tu as eu des pertes d'énergie? Est-ce que tu as fait des plans sur la comète? C'est souvent une bonne question à me poser, dans mon cas. Est-ce que... Je regarde ma semaine. Est-ce que j'ai dépassé dans mes rendez-vous? Ça, c'est une de mes plus grosses problématiques. Je le sais aussi. Donc, je regarde ces choses-là. Mais je vois aussi année après année, semaine après semaine, mois après mois, combien mon horaire que j'ai devant mes yeux devient
de plus en plus allégé avec des gros blocs et plus plein de blocs de plein de couleurs différentes. Il devient de plus en plus allégé, en fait. Et c'est bien parce que c'est pas juste une question de se dire, tu sais, en fait, j'en fais plus en travaillant 30 heures semaine et je sais que j'en ferai encore plus. J'accomplirai plus de choses, même en travaillant 20 heures semaine, que quand je travaillais 120 heures semaine. Complètement. Parce que le fait de faire un bilan, ça t'amène, comme tu te comprends mieux, tu comprends comment agir mieux. Pas agir plus en niveau de quantité, mais agir mieux en niveau de qualité. Et ça, c'est nécessaire. Parce qu'à l'époque où je travaillais 120 heures semaine, je travaillais comme une esclave, là, 16 à 17 heures par jour, 7 jours semaine. Écoute, franchement, j'avais du temps pour rien. C'était un clash. C'est pas juste ma santé physique et ma santé mentale qui ont pris le bord. Ma famille a pris le bord. Mes enfants voulaient plus me parler. J'avais pas de temps pour mes amis. Tout a été touché. Toutes les sphères de ma vie ont été touchées. Et il a fallu les rebâtir les unes après les autres. Maintenant que ça a été rebâti, on est dans l'entretien, dans la constance. Et le fait d'entretenir avec une évolution, donc c'est pas juste du maintien, tu sais, c'est comme quand tu as perdu la graisse néfaste que tu avais en trop sur ton corps, c'était un surpoids, et que là tu as atteint un poids qui est sain pour toi, pas parce que tu penses que c'est cute ou que tu te trouves belle, mais un véritable poids qui est sain pour ta santé. Après, tu dois le maintenir. Donc, maintenir ce poids, ça va pas toujours être les mêmes prérequis. Quand tu arrives après en périménopause ou que tu tombes en ménopause, ça va être d'autres prérequis parce que ton balancement hormonal, tes hormones changent, tout change, ta qualité de sommeil change. Et là, ça va être un nouvel ajustement. Donc, c'est là où on voit que l'être humain va continuellement évoluer et va devoir continuellement s'ajuster. Mais c'est un cercle vertueux parce que en faisant des bilans, tu apprends à te connaître. En apprenant à te connaître, tu comprends ta saison. En comprenant ta saison et en te connaissant, tu sais comment t'ajuster. Toujours en misant sur ce qui est important pour toi, dans ta vie. Pour moi, avoir du temps pour les gens que j'aime, avoir du temps pour les êtres humains, c'est ma priorité. Si j'ai pas de temps pour les gens, alors pourquoi je suis vivante? Ça, c'est ma théorie de la vie, c'est très personnel à moi, tu vois. Et je me dis, je dois avoir du temps pour les gens. Je dois avoir du temps pour ma famille, pour la famille que j'ai enfantée, la famille d'où je viens. Je dois avoir du temps pour mes amis. Je dois avoir du temps même pour des gens que je connais pas. Si quelqu'un m'arrête dans la rue parce qu'il va pas bien et qu'on parle ensemble, je veux pas dire au bout de 2 minutes, je te tape sur l'épaule, merci, bonne journée. Je vais avoir du temps pour t'écouter parce que je crois que tu es important. Alors ça veut dire que je dois faire différemment les choses que j'ai à faire dans ma vie. Je dois avoir de nouvelles stratégies de productivité dans ma manière d'agir, dans mes tâches quotidiennes. Le bilan change tout. Faire un bilan, c'est aussi remettre les bonnes priorités à la bonne place. Et voir si tu honores réellement les valeurs que tu prononces à chaque fois. Tu dis, moi, je trouve que ça, c'est important dans la vie. On va voir si tu prêches ce que tu vis, du moins si tu vis ce que tu prêches. Un bilan, c'est aussi à ça. Ça sert à ça, à savoir, est-ce que finalement, tu vis vraiment ce que tu dis ou tu as juste des belles paroles? Et dans mon cas, je suis en haute productivité et slow life productif. Alors, si je suis pas hautement productive et si je suis pas dans le slow life, on a un problème. Je serais une menteuse. En faisant le bilan, je m'assure que je respecte mes valeurs, que je respecte aussi le message que j'envoie à ma communauté. Complètement. On a parlé de beaucoup de choses. Pas tellement simple, mais bon, c'est aussi toute une vie d'expérimentation. Et pour les personnes, c'est vrai que nous, on s'est lancé dans la discussion et je t'ai pas laissé te présenter. Oh, mais c'est pas vraiment important, c'est pas grave. C'est super important, ça. On est parti dans le truc et tout dans la discussion. C'est parce que ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, tu sais. C'est ça que c'est tellement naturel. Voilà, puis en plus, c'était comme nos points quotidiens, quoi, qu'on faisait.
Et donc, il serait bien pour les personnes qui ont écouté attentivement, parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Et c'est aussi ça fait partie c'est l'une de tes activités. Mhm, mhm. Ceux qui ne te connaissent pas, ou bref, même pour ceux qui te connaissent, qui t'ont déjà vu un petit peu sur les réseaux sociaux, ou pas du tout, comment est-ce qu'ils veulent travailler avec toi? Parce que c'est pas évident de se lever le matin et dire, OK, j'ai entendu ce que Leslie a dit, je vais mettre ça en place, je vais implémenter tout ça et je commence à faire un bilan. Il y a plein de choses qui rentrent en considération. Il y a plein, pouvoir déjà être bien avec soi-même, dire, j'ai pas peur de regarder, mais j'aime pas le mot échec, mais je sais pas comment dire ça, quel est le bon mot, parce que c'est devenu aujourd'hui quelque chose de tellement négatif que ça frustre les personnes. Donc, s'il y a des gens qui savent pas, Attends, attends, attends. Le mot échec est devenu tellement négatif. Je pense que le mot échec est un très très joli mot, par exemple, parce que sans échec, il n'y a pas d'apprentissage. oui, parce qu'on arrive à voir le côté, le bon, comment dire, l'autre côté de l'autre facette de Mais la pour, chose. mais pour voir cette autre facette, il faut faire un bilan, par exemple. Donc, pour ceux qui ont du mal à voir les choses aujourd'hui avec autant de simplicité que comme on l'a présenté, peuvent, comment est-ce que tu peux les aider? Voilà. Euh, dans Ok, on va y aller de manière évolutive, d'accord? Je vous montre les différentes options, comme je fais avec mes clients. Alors, dans les premières options, j'ai un compte Instagram. Oups, un instant, excusez-moi, il y a une sonnerie. Un compte Instagram, donc c'est lesliepassorino.coaching et vous allez pouvoir me trouver, c'est facile. Ça, c'est la moins directe, je vous dirais. Et oui, elle est pertinente. Maintenant, je vous inviterai plus à vous abonner à la newsletter qui est une fois semaine. Rarement 2 fois semaine si je dois parler d'un programme ou d'un produit, mais c'est une fois semaine et mes newsletters sont réputées pour être super courtes parce que je n'aime pas envahir les gens, ça me saoule un petit peu. Alors, moi je dis que moins il y a de mots, mieux on se porte parce qu'on dit l'essentiel. Droit au but. Ah ouais, ouais, moi tu verrais, mes newsletters sont tellement courtes. Je les reçois, t'inquiète, je vois très bien. Je vous remercie. C'est easy, ça va direct au point, j'ai pas besoin de te blablater parce que de toute manière, on s'en fout du blablatage. Je suis désolée, mais c'est ça. On veut juste un truc efficace et c'est une fois semaine, c'est les mardis. Merci, bonsoir. Ensuite de ça, après, il y a des manières plus sérieuses de travailler ensemble. Donc, je ne sais pas du tout quand cet audio va être diffusé et je ne sais pas du tout, cher auditeur, à quel moment vous allez l'écouter, mais à travers le site web, il y a, dépendamment de quand est-ce que vous arrivez ici, une boutique de produits digitaux, donc de produits dits autodidactes, qui vous permet de travailler à votre rythme sur différentes choses dont je pense que le bilan serait une super bonne idée en fait. Super. À savoir si c'est un produit digital, un livre ou voir les deux. Je pense. Et c'était quoi ta phrase? Pourquoi se limiter? Pourquoi se limiter? Je vais l'écrire plus parce que pour moi, je vous dis, j'en mangerai tous les jours de ce truc-là. C'est d'une facilité à toute épreuve dans mon univers. Je suis passionnée par ce que je fais. L'autre possibilité, nous avons donc là, il y a des produits digitaux autodidactes à votre vitesse à vous parce que vous êtes la meilleure personne pour vous connaître et vous respecter vous-même sans vous asseoir sur vos limitations et vos excuses. L'autre possibilité, il y a un accompagnement de groupe qui arrive 1 à 2 fois par année avec un module dédié aux entrepreneurs, mais sur 6 modules, il y a juste un module aux entrepreneurs, tout le reste est vraiment comme accessible à tout le monde. C'est 2 fois par année avec 2 coachs, 3 coachs extraordinaires. Donc moi, je ne suis pas dans le programme. J'ai créé le programme. Au jour d'aujourd'hui, c'est géré par des coachs qui sont vraiment extraordinaires. Pour de vrai, là, vraiment extraordinaires. Et c'est un accompagnement de 4 mois. Vous vous dites, ah, ça, c'est long. Non, non, ça passe à la vitesse de la lumière. C'est rapide, rapide. Et Désolée, on veut une transformation profonde ou pas?
Ah ouais, mais ça passe. Écoute, c'est intense. Je te cacherai pas. Le programme s'appelle Real. C'est vrai, Real. Parce qu'on travaille sur le rééquilibrage, l'alignement, on travaille sur la prise de décision. Le but de Real est de faire de vous des gens réellement intentionnels en fonction et selon votre chemin. La puissance de Real, c'est qu'on n'a pas de copier-coller. Tout. En fait, on est tellement centré sur chacun des participants qu'il est facile de... Chacun travaille sur sa propre vie tout en étant collectif. C'est très difficile à expliquer parce que ce qui se passe est extraordinaire et ça inclut du coaching privé, des sessions de groupe, une fois par semaine, coaching privé mensuel et l'accès à vie pour la matière pédagogique. Et là, vous allez m'entendre dans vos oreilles et me voir pendant 4 mois et croyez-moi, vous allez savoir exactement à quoi ressemble le son de ma voix. Puis après, il y a des options de coaching privé, donc ce qu'on appelle du coaching consultatif, où on vient vers moi pour un besoin spécifique et c'est plus du court terme, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ou alors du coaching accéléré et là, c'est du coaching d'1 an. Et on se parle 1 heure ou 2 semaines. Et je prends très, très peu de gens en fait en coaching privé, vous devez le savoir. J'ai gros max comme 10 places par année. Puis en fait, mes anciens clients continuent souvent à être encore des clients actuels. Donc, il reste vraiment peu de places. Parce que comme je suis active et que ma vie est bien gérée, j'ai peu de place. Donc, c'est pas mal ça. Et donc, je vais réécrire des livres. C'est une bonne nouvelle. Génial. Oui. Merci beaucoup, Leslie. Est-ce que tu aurais un dernier conseil avant qu'on ait terminé? Oui, un dernier conseil. Arrêtez de vivre sur vos limitations. La vie est la vie. Avec sa part de douleur, sa part d'expériences extrêmement nulles et injustes, des fois, parfois, et je le comprends. Mais c'est pas en continuant à vivre sur ses excuses et à vivre sur ses limitations qu'on est capable d'accomplir quoi que ce soit. Et souvent, les gens pourraient me dire, mais tu connais pas ma vie. Et je pourrais leur répondre, si je te raconterais la mienne, tu partirais à pleurer. Et crois-moi que tu veux pas l'entendre. Je pourrais le dire en 7 minutes, mais ça va être gros. Alors, il y a ce qu'on subit, mais il y a aussi le fait de savoir si on accepte de rester dans cette condition ou si on décide de passer par-dessus cette condition. Et ce choix est relativement très personnel. Ça n'implique aucune autre personne. Donc, c'est à nous des fois de braver nos excuses. Pas des fois, tout le temps. C'est à nous de braver aussi notre lâcheté. C'est à nous de braver, en fait, notre peur d'accomplir vraiment ce qu'on veut accomplir dans la vie. Et il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation, il y a juste des faits. Tu sais, tout le monde est en train de voir cet homme, tout le monde le connaît, j'arrive pas à me souvenir de son prénom, je suis désolée, l'homme qui a ni bras ni jambes, qui a une femme merveilleuse, qui a des enfants, qui est pasteur, qui fait bien des affaires, qui est comme conférencier international. On est tous, oh waouh, c'est tellement merveilleux. Mais il a dû faire un choix un jour. Un jour, il s'est dit que ses limitations ne l'empêcheraient pas d'aller de l'avant. Si quelqu'un qui n'a ni jambes ni bras peut le faire, je pense que nous sommes capables. Merci Jésus. Merci Leslie. Merci Jésus. Merci. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un petit commentaire. À très vite pour de nouvelles aventures.